Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Il y a des parcours de vie qui donnent à voir une vocation au service d'autrui. Prendre soin des autres grâce à son métier prend une ampleur encore plus forte quand on est accompagné par les valeurs du bouddhisme. C'est ainsi que nous vous proposons de découvrir le cheminement riche et atypique de Caroline Monestier, une jeune femme bouddhiste et pédopsychiatre qui est notre invitée durant 2 dimanches. Aujourd'hui, nous apprendrons comment elle a rencontré le bouddhisme tibétain et pourquoi elle a choisi ce métier aux études longues et difficiles après avoir renoncé à d'autres professions. Et puis la semaine prochaine, nous découvrirons en quoi consiste le métier de pédopsychiatre éclairé par la pratique bouddhiste. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Caroline Monestier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc bouddhiste depuis votre jeunesse, proche de la tradition tibétaine et du centre Palden Champa, La Boulay, c'est en Bourgogne. Vous êtes donc pédopsychiatre dans le Val-de-Marne pour l'hôpital public, un métier que vous avez pris le temps de choisir. Vous nous direz pourquoi et comment. Alors, mais pour commencer, Caroline, pouvons-nous savoir un petit peu comment vous êtes devenue bouddhiste ? Alors, ça remonte à mon adolescence où je cherchais, moi j'étais en quête de sens, comme beaucoup d'adolescents, et j'étais amenée à lire des ouvrages comme sur le yoga, le Hatha Yoga, le Yoga Sutra de Patanjali, qui était un petit peu complexe comme ça de prime abord, et puis après j'étais curieuse de découvrir des textes bouddhistes de différentes traditions, et je me suis arrêtée sur le livre de Kalbu Rinpoche, La Voix du Bouddha, et qui m'a accompagnée pendant 10 ou 15 ans. Et c'est ensuite, au moment de mes études de médecine, où je cherchais à en savoir un peu plus et à pouvoir peut-être pratiquer la méditation. Et c'est là que j'ai rencontré Valérie Camplot, qui était médecin, et qui ensuite s'est consacrée à la traduction en tibétain-français auprès du maître Geshe Tengyela à Vajrayogini. Donc j'étudiais à Toulouse et donc je me suis rendue régulièrement au centre Vajrayogini, à l'Institut. Alors, vous êtes médecin, mais est-ce que c'était votre premier choix quand vous avez eu le bac de faire médecine ou alors justement vous avez eu un autre parcours au début ? Alors oui, tout à fait différent. J'étais encouragée par ma famille à faire des études scientifiques. J'ai eu un parcours qui m'a amenée à entrer en classe préparatoire aux grandes écoles et à passer les concours d'école d'ingénieur. Et puis là, je me suis beaucoup questionnée sur le sens de ce métier. C'est un métier qui était, très valorisé par la génération du dessus et qui, pour moi, perdait un peu de sens dans les années 2000. Il y avait beaucoup... la société, je trouve, changeait. C'était beaucoup l'idée de la productivité. C'était en tout cas difficile pour moi de trouver du sens dans ce métier, à moins que j'aille faire peut-être de l'humanitaire. En tout cas, dans les études, je me suis un peu essoufflée et j'ai fini par retourner vers la pratique de la danse que j'avais depuis enfant. Et je me suis comme ça permise d'arrêter mes études et de prendre quelques années pour explorer la piste de la pratique de la danse. Alors, vous êtes donc devenue danseuse professionnelle ? Voilà, ça faisait des années que je pratiquais la danse en parallèle et que je me disais, c'est un peu maintenant ou jamais, à la vingtaine, qu'on peut pratiquer la danse de manière professionnelle. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, justement, la danse de pratiquer la danse de façon intensive? Un mieux-être, être plus à l'écoute de soi, une manière en fait d'être aussi en action dans sa vie, pas seulement intellectuellement, mais aussi d'être en mouvement. Et je cherchais ma voie à ce moment-là en me disant, mais en fait, pourquoi ne pas plutôt être thérapeute par le corps ou chercher le bien-être ou le mieux-être. Et je me suis intéressée à toutes les thérapies à médiation corporelle, différentes techniques. Ouais. Y compris donc les thérapies, l'ostéopathie et la médecine chinoise. Et la médecine chinoise.
Donc, c'est progressivement que je me suis intéressée à ces techniques qui ont imprégné beaucoup de méthodes pour les danseurs et les acteurs. C'est vrai qu'il y a des méthodes comme la méthode Alexander, la méthode Feldenkrais, qui sont inspirées beaucoup de l'énergétique chinoise. Même l'ostéopathie est elle-même inspirée des principes de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, j'ai fini par m'inscrire dans une école. À ce moment-là, je n'avais pas encore pris la décision de retourner à la fac. Et alors justement, quel a été le déclic pour entreprendre, revenir à la vie d'étudiante et en plus des études de médecine? Oui. Alors c'est mon esprit un petit peu rationnel et cartésien. J'avais besoin de confronter un peu ces connaissances, ces savoirs traditionnels à la science. J'avais aussi envie de mieux connaître le corps humain, de mieux comprendre la physiologie du corps et de mettre un peu en parallèle les deux, pouvant s'éclairer mutuellement, voilà. Et tout d'abord, j'ai fait une demande dérogatoire pour m'inscrire à la faculté. C'était assez particulier, je crois que j'avais 24 ans, et je pensais passer le concours. C'était un concours commun pour kiné, médecine, sage-femme, dentaire, peu importe. Et en tout cas, j'imaginais pas à ce moment-là que j'étais en train de partir pour 10 ans d'études, voilà. Je pensais être kiné, passer le concours, être kinésithérapeute et en parallèle faire des pratiques autres. Voilà. Alors qu'en réalité, donc vous êtes embarqué pour 10 ans d'études et vous êtes devenu médecin. Ce sont des études longues, difficiles, très, très prenantes, j'imagine. Est-ce que le bouddhisme vous a accompagné à ce moment-là? Oui, tout du long. Dès les premières années de médecine, en tout cas, c'est dès les premiers stages, quand on est donc ce qu'on appelle externe, c'est quand on fait nos stages dans des services hospitaliers, on est principalement observateur, mais on commence à faire des entretiens, à pouvoir aller examiner et s'entretenir avec des patients. Et on est très vite confronté à ce monde hospitalier assez froid, où tout est protocolisé et où il y a peu d'humanité envers les patients. Et c'est là que j'ai puisé un peu dans la philosophie orientale et bouddhiste pour trouver des ressources et des clés, parce que c'est vrai que les gens sont tout à coup plongés dans une sorte de fatalisme face à la maladie, et ils sont soumis vraiment au savoir scientifique, qui est peu accessible, et à la décision médicale. Alors même si aujourd'hui on informe les patients, on les inclut dans les décisions, ça a changé au fil des années, ça reste quand même quelque chose qui exclut la personne, le sujet, de son devenir, et qui est souvent une annonce d'une maladie, c'est une fatalité. Et puis, il n'y a que les médicaments, les traitements qui peuvent sauver, et on donne peu de place à soit la spiritualité, soit simplement comment se réapproprier son état et pouvoir continuer à vivre avec. Ce que propose justement le point de vue de la médecine chinoise. Alors c'est vrai que la médecine chinoise a une approche beaucoup plus globale qui inclut aussi l'aspect psychologique. Surtout le patient, donc je vais dire patient parce que je suis dans les pratiques occidentales, a sa part, ça a son rôle à jouer dans le traitement. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu, il n'est pas passif. On va suggérer qu'il participe au traitement, que ce soit par des pratiques physiques comme le qigong, ou par l'alimentation, par son hygiène de vie, et être aussi attentif à ses émotions, pouvoir tenir compte aussi de son état général pour accompagner les soins. Donc ça le met dans une position tout à fait différente. Alors, pourquoi, Caroline Monestier, êtes-vous ensuite orientée vers la psychiatrie, alors qu'au début, vous étiez plutôt le corps qui était dans vos intentions? Oui, alors dans un premier temps, je pense que c'était la difficulté pour moi d'imaginer pouvoir introduire d'autres méthodes dans des spécialités
ou dans des services hospitaliers, même si je connaissais ici et là des chefs de service ou des médecins, praticiens hospitaliers qui pouvaient introduire d'autres méthodes. De ma place, j'avais du mal à, voilà, à l'envisager. Je me demandais bien comment j'allais pouvoir m'épanouir. Et puis, ça s'est fait progressivement. J'ai eu un parcours où j'ai d'abord fait un internat de médecine générale. Donc, je suis restée attachée au corps. Et un moment important dans mon internat, c'est ma rencontre avec Muriel de Rome, qui est psychologue dans un service de réanimation pédiatrique et qui accompagnait les enfants, les familles face à la maladie et au deuil. Et finalement, ça m'a un peu éclairée sur ce que pouvait être l'accompagnement psychologique des patients. Puis finalement, c'est devenu quelque chose de central dans mon projet, on va dire. Y compris dans votre projet de soigner les plus jeunes, parce que vous êtes pédopsychiatre, c'est-à-dire au service des enfants et des adolescents. Alors ça s'est fait un peu naturellement. J'ai d'abord fait de la psychiatrie dans des services de psychiatrie adulte, mais progressivement, j'ai été amenée à pratiquer auprès d'enfants et d'adolescents. Et ce qui m'a vraiment plu, je pense, chez les adolescents, c'est peut-être un défi aussi de pouvoir intervenir à un moment où tout est en transition, tout est en changement et en construction à la fois. Et où il faut une grande capacité d'adaptation et d'ouverture parce que on a face à soi tout sujet est différent, bien évidemment, mais dans ces années-là de l'adolescence, les signes, les plaintes, l'état, on peut dire l'état d'esprit de manière courante, mais change vraiment très rapidement. Et il faut s'adapter. Sûr. Alors finalement, c'est un très beau cheminement vers le soin à apporter aux autres qui sont en souffrance. Est-ce que vous pensez que justement c'était nécessaire pour vous d'avoir toutes ces étapes pour trouver votre voie ? C'est une bonne question. Je vous dirais, c'était pas très économique en tout cas de faire toutes ces années, mais effectivement moi ça l'était. Je pense que j'aurais pas trouvé le sens que je trouve aujourd'hui dans ce que je fais de la même manière. Donc aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que quand on a un parcours comme ça très varié, où on passe de différents champs, de différents domaines, différents métiers, ça ne peut que enrichir de par l'expérience. Ça apporte une certaine ouverture d'esprit, une connaissance aussi des différents corps de métier ou expériences, et ça permet aussi de mieux comprendre les autres en face de soi. Quand on a vu autre chose que simplement ces études de médecine, on a aussi une meilleure connaissance ou du moins c'est partiel, mais on peut plus se représenter ce que traversent les autres dans leur vie. Merci infiniment, Caroline Monestier, d'avoir répondu à nos questions. Alors, on vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir pour nous parler précisément du métier que vous exercez, pédopsychiatre. Merci. Bien, merci à vous. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, La Voix du Bouddha de Kalu Rinpoché chez Point Sagesse. C'est donc le livre qui a inspiré et accompagne toujours notre invité depuis sa jeunesse. Un ouvrage de référence qui présente la tradition du bouddhisme tibétain tel que l'a enseigné aux Occidentaux ce maître de l'école Kagyupa. Quand l'esprit dialogue avec le corps, entretien avec le Dalai Lama sous la direction de Daniel Goleman chez Guy Trédaniel, édition Poche. Des questionnements passionnants sur le rôle des émotions, la conscience ou encore l'attention entre des scientifiques de toute spécialité et le Dalai Lama. Et puis, Anthropologie du corps et modernité de David Le Breton au PUF, un ouvrage de référence depuis plus de 30 ans sur le statut que l'on alloue au corps dans nos sociétés occidentales modernes, qui exacerbe le paraître et repousse les dégradations liées au temps. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme de France.tv. Très heureux dimanche à tous et à la semaine prochaine pour la suite. Merci.